Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en live également sur nos réseaux sociaux et notamment sur le compte LinkedIn de Smart for Change. Et vous nous retrouvez en rattrapage tous les soirs, en replay bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séquence importante qui s'ouvre dans les 48 prochaines heures avec coup sur coup la décision de la Réserve fédérale américaine attendue demain soir et la publication du groupe des GAFAM avec 3 d'entre eux qui publieront leurs résultats demain soir, après la clôture du marché américain, demain soir, dont Microsoft qui voit sa capitalisation boursière franchir à nouveau les 4 trillions de dollars, accompagné en ce sens par Apple qui, pour la première fois de son histoire, franchit également ce seuil symbolique. Microsoft qui vient de consolider et d'étendre son partenariat avec OpenAI. Microsoft qui détiendra désormais 27% du capital d'OpenAI. OpenAI, de son côté, s'engage à continuer d'acheter toujours plus de services à Microsoft dans la division Azure de Microsoft, bien sûr, dédiée au centre de données notamment. OpenAI qui pourrait acheter jusqu'à 250 milliards de dollars de services Azure à Microsoft dans les prochaines années. Rendez-vous compte, le chiffre d'affaires de la seule division Azure aujourd'hui étant de 100 milliards de dollars. Voilà donc où on en est du thème de l'IA qui emporte tout sur son passage. La tech continue de bien se porter, et y compris à Paris, pourrait-on dire, puisqu'on voit un rebond du titre Capgemini aujourd'hui à l'occasion de la publication trimestrielle du groupe. À l'inverse, plus compliqué pour BNP Paribas, qui s'affiche comme une des lanternes rouges du jour sur le marché parisien. Pauline Gratel vous apportera bien sûr plus de détails dans un instant sur cette nouvelle journée de publication d'entreprise. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché évidemment. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, focus justement sur le thème des énergies propres qui fait son retour cette année. C'est la meilleure thématique de l'année derrière celle de l'exploration spatiale. Nous en parlerons avec Ronnie Micheli, le président de Galilée Asset Management, qui sera notre invité dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Beaucoup d'informations encore à digérer pour les investisseurs aujourd'hui et à la clé des indices européens qui évoluent sans tendance très ferme et plutôt en ordre dispersé. Oui, le CAC 40 en France évolue sans tendance marquée autour de 8200 points. Aujourd'hui, on a regardé plusieurs publications. Capgemini soutient l'indice parisien et BNP Paribas le plombe. On y revient. Aux États-Unis, les indices ouvrent à nouveau en hausse après une séance rythmée par des records en série hier. Le S&P 500 a même dépassé les 6800 points pour la toute première fois. Les records se poursuivent d'ailleurs encore aujourd'hui pour le Dow Jones et le MSCI World, ou encore pour Microsoft et Apple, dont les capitalisations boursières dépassent à leur tour les 4000 milliards de dollars. Et rejoignant ainsi évidemment Nvidia, par exemple, Microsoft qui annonce une consolidation, un approfondissement même de son partenariat avec OpenAI. Oui, la start-up annonce en effet avoir finalisé la restructuration de son organisation. Dans le nouveau schéma, Microsoft détiendra 27% du capital et aura accès au modèle d'OpenAI jusqu'à 2032. De son côté, OpenAI s'engage à augmenter encore ses achats de services Azure jusqu'à 250 milliards de dollars. Un mot des marchés obligataires avant d'attaquer la page résultats, Pauline. Le rendement américain à 10 ans évolue aujourd'hui autour de 4%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable, autour de 2,60%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1650 aujourd'hui. Enfin, l'or poursuit son repli et cède encore 2% au cours de la séance, sous 4000 $ l'once. Place à la microéconomie donc et aux publications d'entreprises avec plusieurs composantes du CAC 40 qui étaient attendues aujourd'hui. Oui, on commence avec Capgemini en hausse de plus de 5% au meilleur de la séance. Le chiffre d'affaires progresse de 3% à taux de change constant. La société relève son objectif de croissance. Aux antipodes, BNP Paribas est sanctionné. Le titre recule de 4%. Le résultat net est inférieur aux attentes. BNP déclare que les charges liées à l'intégration d'AXA IM ont pesé sur les résultats du troisième trimestre.
Et puis, toujours au sein du CAC, Air Liquide ou encore Danone ont également livré leurs comptes. Oui, Danone, tout d'abord, fait état d'une solide croissance au troisième trimestre de 4% à taux de change constant. Les objectifs annuels sont confirmés. Le titre est en repli de 1%. Air Liquide gagne 2% après sa publication. La copie rendue est conforme aux attentes avec un chiffre d'affaires en hausse de 2% en données comparables au troisième trimestre. Parmi les mouvements significatifs à la hausse, à signaler aujourd'hui ceux de Edenred, qui voit son titre gagner 5%, ou encore ceux de Pluxee, dans le même secteur, qui voit son cours de bourse progresser de 4% au cours de la séance. Oui, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de création d'une taxe patronale de 8% sur les titres restaurants et les chèques vacances. Elle était proposée dans le projet de budget de la sécurité sociale. Le vote doit toutefois être confirmé au Sénat. Aux États-Unis, UPS bondit après sa publication. Oui, le titre s'envole de 8% à l'ouverture des marchés, après avoir perdu tout de même 30% depuis le début de l'année. Dans son siège, FedEx grimpe de 2%. UPS dépasse les attentes de bénéfices au troisième trimestre. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre sont optimistes grâce aux fêtes de fin d'année. PayPal est également en forte hausse avec une progression de son cours de bourse de plus de 10% après ses trimestriels. Oui, c'est un sans faute pour PayPal. Le titre bondit donc, et c'est aussi et surtout grâce à l'annonce d'un accord avec OpenAI pour devenir le premier portefeuille de paiement intégré dans ChatGPT dès l'année prochaine. Concernant les résultats, ils sont supérieurs aux attentes. Enfin, l'objectif annuel de bénéfices par action est relevé. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Les investisseurs attendent demain les décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Canada qui devraient toutes les deux abaisser leur taux directeur de 25 points de base. On attend aussi demain la première estimation de croissance du troisième trimestre en Espagne. Du côté des résultats, il faudra attendre la clôture de Wall Street demain soir pour prendre connaissance des comptes de trois magnifiques, Microsoft, Alphabet et Meta. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous, le directeur de la recherche de General Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Cyriac Dayan nous accompagne, gérant diversifié chez Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Et Florent Vabon est également à nos côtés, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Donc, que dit l'économiste de cette série de licenciements annoncés par des grands groupes américains, UPS, Pauline en parlait à l'instant, au-delà des très bons résultats, le groupe annonce avoir supprimé 34 000 jobs cette année dans l'entreprise, contre 20 000 ciblés au départ, c'est quand même énorme. On a bien sûr Amazon qui finalement, alors ne licencie pas 30 000 personnes, mais annonce pour l'instant un chiffre de licenciement de l'ordre de 14 000 emplois. General Motors a également mis de côté quelques 200 employés. Target, dans la grande distribution, prévoit de couper environ 1 millier de jobs, etc., etc. Meta aussi doit couper des emplois dans le secteur financier, dans la banque. Est-ce qu'on est là sur les effets d'une économie américaine qui ralentit, ou est-ce qu'on est là sur les effets d'une économie américaine qui est en train de gagner en productivité avec, enfin, de premiers résultats liés à ces dépenses d'investissement frénétiques dans l'intelligence artificielle? C'est en effet la question. Si je suis un peu taquin, on pourrait dire qu'effectivement, dire qu'on licencie parce qu'on gagne en productivité avec l'intelligence artificielle, c'est mieux que de dire qu'on licencie parce que l'économie ralentit. C'est la bonne phase de l'histoire, c'est ça. Voilà. C'est la meilleure phase de l'histoire. Ça, c'est parce que je suis un petit peu... voilà. Mais vous n'êtes pas la tête d'Amazon, en l'occurrence, Florent. Mais le sujet, vous avez raison, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'éléphant dans la pièce. D'ailleurs, il suffit d'écouter ce qui vient d'être dit à l'instant. On a cité, je ne sais pas, au moins 5 ou 6 fois le nom d'OpenAI, donc c'est un peu le sujet. Y a-t-il aujourd'hui des gains de productivité mesurables dans l'économie américaine du fait de l'intelligence artificielle? Franchement, je ne pense pas. Et à ce stade, il est très difficile d'avoir une conclusion. C'est un peu l'espoir. Ouais. Enfin, c'est même pas un peu. C'est l'espoir qu'il y ait des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Sinon, il n'y aurait pas autant d'investissements là-dedans. Il n'y aurait pas autant de deals qui se font, etc. Ce qui est intéressant, dans la nature des emplois coupés par Amazon, ce n'est pas les emplois dans les entrepôts, par exemple. C'est vraiment des emplois dans les bureaux, des fonctions support, etc. Contrairement, effectivement, aux précédentes révolutions technologiques, ou ruptures technologiques, Internet, etc., là, ça s'attaque directement aux professions intellectuelles. Donc,
Peut-être que ce sont des signes précurseurs, l'histoire nous le dira, mais à ce stade, il est difficile de le déterminer avec précision, je dirais. Maintenant, sur les gains de productivité, si l'on écoute les cabinets de conseil privés, évidemment qu'ils sont très positifs sur les gains de productivité. En revanche, les universitaires le sont beaucoup moins. Ouais. Et encore, même au sein de ce groupe, il y a des dissensions et des résultats qui varient. Donc, au global, on a un étalage, on a quelque chose de très éparse en termes de gains de productivité anticipés à horizon 10, 15, 20 ans vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc la conclusion, en fait, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Ouais. On sait néanmoins que ça aura des gains de productivité effectivement positifs. Voilà. C'est déjà une clé de lecture importante. Mais voilà, et donc effectivement, c'est l'enjeu. Et donc, on le voit, c'est effectivement le sujet majeur. On dit souvent que les marchés ne sont pas l'économie. Mais là, en l'occurrence, force est de constater que l'intelligence artificielle commence à transparaître aussi dans les données économiques. Ouais. Les plans d'investissement, forcément, c'est du PIB qui est généré. Quand on parle de construction de centres de données, il faut acheter aussi de l'équipement informatique. Alors, il faut faire attention quand on regarde les résultats du premier semestre sur le PIB. Il y a eu quand même un effet très délétère de la politique commerciale de Donald Trump, une perturbation sur les importations, les exportations. Il faut faire attention de ne pas surestimer les effets de l'IA. Mais ces dépenses de CAPEX, elles comptent beaucoup quand même dans la croissance du premier semestre dans son ensemble. Et après, on peut même aller un petit peu plus loin en se disant que la hausse des marchés financiers a engendré un effet richesse pour les ménages les plus aisés et même pour les ménages pas forcément les plus aisés d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a une participation de plus en plus grande des investisseurs particuliers sur le marché des actions. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ça alimente aussi la consommation. Tant et si bien qu'on a effectivement un ralentissement de l'économie américaine. Donc peut-être que ces licenciements sont liés à ça. Mais l'intelligence artificielle pourrait être l'arbre qui cache un petit peu la forêt. La vitesse de diffusion d'un outil comme ChatGPT est spectaculaire et reste historique à ce stade, par rapport à l'adoption qu'on a eue d'Internet il y a une vingtaine d'années, etc. Vincent, est-ce qu'il y a une corrélation entre cette diffusion massive à un taux, une vitesse spectaculaire et la vitesse à laquelle on va pouvoir observer des gains de productivité liés à cette technologie? Est-ce qu'on est en train d'en voir les premiers soupçons là avec les annonces d'entreprises comme Amazon? Je le pense, en effet. Alors effectivement, c'est difficile à mesurer, mais je dois dire que cette économie américaine est pleine de contrastes, et je vais en citer quelques-uns. Mais force est de constater que la croissance reste plutôt solide. On avait une croissance annualisée de 3,8% au deuxième trimestre. Et si on regarde le GDP Now, l'estimation nous dit que sur le troisième trimestre, on est probablement sur des niveaux assez similaires de croissance. Et donc, on a ce contraste vraiment spectaculaire entre, d'un côté, le PIB qui reste solide et de l'autre, le marché de l'emploi qui ralentit très clairement. On a un faisceau d'indices qui confirme cette tendance. Et donc, de facto, on a des gains de productivité. Pour réconcilier ce PIB qui continue de croître à 4% et ces pertes d'emploi qui semblent s'accumuler, la manière de réconcilier ça, c'est les gains de productivité. Alors, est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ça reste à démontrer, mais en tout cas, on a quand même une présomption importante. Parmi les autres contrastes, on a, au sein de la poche consommation, on voit que la confiance des consommateurs est assez dégradée, mais par contre, les dépenses sont très solides. Et au sein même du poste consommation, on voit que les bas revenus et revenus moyens ont plutôt tendance à ralentir. Par contre, les hauts revenus dépensent beaucoup. Mais dans l'ensemble, ça donne une conso qui tient bien, avec en plus, comme vous le disiez, un CAPEX, des dépenses d'investissement qui sont très solides et qui tirent l'économie. Donc des contrastes très forts qui créent de l'incertitude. Le dernier contraste que je veux mentionner, c'est le crédit. Puisqu'on a eu quelques alertes sur le crédit, avec notamment des défauts, et qui nous interrogent. Est-ce que ce sont les prémices d'une dégradation de la qualité de crédit et une crise de dette? Tendance à penser que c'est très prématuré, que ce sont des cas assez isolés. Et au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on voit poindre à l'horizon une déréglementation aux États-Unis, financière, qui va libérer beaucoup de capital dans les banques et qui va permettre aux banques d'essayer de regagner des parts de marché sur les prêts et de faire concurrence notamment au marché du privé, la dette privée. Donc cette compétition entre les prêteurs risque de maintenir les conditions de crédit, les conditions financières
sur des niveaux très favorables qui sont plutôt susceptibles de maintenir la croissance. Donc on a beaucoup de contrastes. Ça veut dire que les risques d'un côté comme de l'autre sont probablement plus importants. Les queues de distribution sont plus épaisses. Mais au total, aujourd'hui, on a une économie américaine qui tient bien, avec des soupçons de gains de productivité qui sont assez formidables pour les marchés. Parce que la productivité, ça veut dire plus de profit, ça veut dire une inflation maîtrisée. Donc c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Et si on met de côté les risques de queue de distribution, comme vous dites, globalement, le risque central, c'est que l'économie américaine nous surprenne encore à la hausse, peut-être, dans les prochains mois et les prochains trimestres. Tout est en place pour ça. Je pense qu'il y a des risques des deux côtés. D'un côté négatif, c'est sûr que le ralentissement de l'emploi peut finir par affecter la conso, qui reste quand même un gros poste dans le PIB américain. Mais oui, il me semble que les conditions sont en place pour que la croissance américaine reste solide. On parle d'un capex qui est très solide. On sait que le dépense d'investissement, ça a le multiplicateur le plus important dans la croissance économique, dans le PIB. Et donc, c'est un facteur d'entraînement qui est très fort. Ouais. Bon, comment vous regardez cette histoire américaine, donc cette économie à nouveau en cas, Cyriac, et d'ailleurs, les marchés le reflètent assez bien, hein. Les marchés ne sont pas l'économie, mais en tout cas, on a ce cas aussi dans les marchés avec un poids de l'IA et de la tech. Alors, démesuré, je ne sais pas, c'est une question à débattre, Cyriac. Et est-ce que ce schéma reste soutenable, au moins là, à horizon de quelques mois, quelques trimestres peut-être? Il y a plusieurs éléments à noter. Le premier, c'est qu'en effet, l'économie américaine, elle est quand même surprenante. C'est-à-dire que globalement, aux annonces de Donald Trump le début avril, qui nous annonçait des taxes stratosphériques, qu'il a finalement quasiment appliquées. Aujourd'hui, l'économie américaine collecte, enfin l'autorité américaine collecte environ 350 milliards, si on annualise ce qui est collecté en termes de tarifs douaniers, c'est énorme. Si on nous avait dit que ça allait être digéré par l'économie américaine et qu'on sortirait un PIB à 3 ou 4 et que les perspectives sont du même ordre, c'est clairement pas la position qu'on aurait eue le début avril. Donc cette économie américaine a une résilience et une capacité à se remodeler qui est quand même assez impressionnante. Et donc tout le monde cherche à comprendre comment elle peut réagir comme ça. Et donc en effet, l'IA et enfin, tout ce qui est les gains de productivité sont une bonne piste. Je trouve qu'aussi, au niveau du taux de chômage, il y a quand même un vrai sujet, et parce qu'on a du mal à remettre dans la même logique de dire OK, le taux de chômage, et en tout cas les créations d'emplois sont quand même en train de ralentir, et l'activité tient si bien. Alors certes, il y a peut-être des gains de productivité, mais pas de manière aussi importante. Et il y a une étude qui a été publiée par la Fed de Dallas que je trouve extrêmement intéressante sur le nombre de créations d'emplois qui est nécessaire pour maintenir le taux de chômage. Ouais. Et aujourd'hui, ils nous annoncent, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même la Fed de Dallas, qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir 30 000 créations d'emplois par mois pour maintenir le taux de chômage au niveau actuel. Et ça, c'est très différent, parce que si vous référez à 2023... C'est plus 120 000 ou 150 000. Voire 200 ou 250 000. Et l'explication, elle est à chercher du côté de la démographie et en tout cas de la politique migratoire de Donald Trump. Donc il faut bien comprendre que, de mon point de vue, il n'y a pas une raison qui explique que l'économie américaine tienne de cette manière-là. Je pense en effet, ça a été cité, la répartition des richesses est un vrai sujet aux États-Unis. Et le jour où les ultra-riches vont s'inquiéter, la consommation elle risque de chuter de manière extrêmement significative. Donc de mon point de vue, l'économie américaine est aujourd'hui relativement robuste, en tout cas plus que ce qu'on pensait. On verra quel chiffre de croissance, parce que je pense que la croissance 2025 sera quand même inférieure à celle de 2024 aux États-Unis. Mais par contre, j'ai quand même, en tout cas, l'intuition que sur les tarifs douaniers, on n'a pas encore vu la totalité de l'impact de ce qui le marché fait comme si le sujet était derrière nous, mais vous dites, attention, c'est un sujet qui peut revenir devant nous, en l'occurrence. Alors, moi, en termes d'allocation, pour moi, c'est aujourd'hui le principal risque dans une construction de portefeuille, parce que la partie... Alors, on a eu un très bon chiffre d'inflation, on était tous très heureux, mais je pense que la partie sur l'impact des biens et de ces hausses de tarifs douaniers, les entreprises ont déstocké. Enfin, il y a tout un mécanisme un peu mais qui ne peut pas durer éternellement. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on ait quelques surprises un peu moins favorables sur ce point-là dans les prochains mois. En tout cas, c'est un facteur de risque un peu dans ce qu'on disait. Quand le marché est aussi haussier, c'est plus intéressant de chercher les raisons qui se retournent que d'expliquer pourquoi ils montent. C'est un peu ça, voilà. Je vous confirme. D'accord avec l'idée qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne sur cette histoire de tarifs douaniers, d'autant que la situation n'est pas stabilisée partout. On verra ce qui ressort du grand rendez-vous entre Donald Trump et Xi Jinping cette semaine. Mais
on pressent bien quand même que la pause ou la trêve avec la Chine est avant tout une trêve tactique, qu'elle permet d'acheter du temps, mais qu'elle n'achète pas une paix commerciale, en tout cas, entre les deux superpuissances. Et donc, ces histoires-là vont revenir, Non, et j'imagine. puis le taux a quand même augmenté Ah, mais- considérablement. et le taux a augmenté. Effectivement, il y a des menaces les menaces qui Et il y a prévalaient le taux affiché, le taux effectif de ce qu'on paye vraiment, En et plus. qu'il y a un écart Alors oui, mais encore assez important. Justement, il faut essayer de... Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, avec cette thèse, que l'inflation, il y en a encore un petit peu dans les tuyaux, si je puis dire, Ouais. pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, le taux théorique que l'on calcule, on le calcule à partir d'un mix d'importation qui est complètement perturbé aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que les États-Unis importent beaucoup moins de la Chine que ce qu'ils importaient jusqu'à présent. Or, c'est la Chine qui dispose du taux le plus élevé. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, il est, je dirais, un petit peu plus technique, bureaucratique, c'est que c'est très difficile de collecter des taxes qui changent tout le temps, Ouais. avec des exemptions, etc. Je ne pense pas que le logiciel des douanes américaines soit déjà mis à jour sur tout ça. En plus, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures dont la mise en application a été retardée. Et par exemple, si on prend le cas du bois, alors j'ai même vu quand on importe, par exemple, me semble-t-il, des objets qui vont dans la salle de bain ou même Mhm. des objets d'ameublement, il y a eu une taxe supplémentaire qui a été décrétée. Et quand on regarde les prix qui sont collectés par les enseignes américaines sur ces produits-là, Ouais. on voit que les prix ont augmenté. Donc en fait, c'est D'accord. pas terminé. Et puis, je rajouterai autre chose sur l'inflation. Alors, il faudrait qu'on ait les chiffres. A priori, on n'aura pas les chiffres Non. le mois prochain. C'est Non. un énorme problème. Ouais. Et d'autre part, la qualité de la donnée a aussi beaucoup... On parle beaucoup de la donnée de l'emploi. Mais pour ce qui est de l'inflation, on voit que... Alors, il y a une technique pour calculer l'inflation qui s'appelle l'imputation. Donc, on essaie de déterminer le prix d'un produit dans l'économie américaine. Et lorsqu'on n'a pas ce prix, Ouais. lorsqu'on n'arrive pas à déterminer ce prix, on se réfère à un produit qui ressemble Ouais. ou qui est dans un autre État, mais qui n'est pas au niveau national. Bon, aujourd'hui, on atteint des records en termes d'imputation statistique D'accord. pour le CPI, ce qui veut dire que dans un contexte comme celui-ci, où on a besoin d'avoir une analyse très fine des choses, on ne l'a pas. Et puis, sur la croissance américaine, on a quand même eu un ralentissement. Parce que le premier trimestre, on a, je crois, 0 ou un Oui, chiffre légèrement Légèrement négatif. négatif, je crois. Sur le de mémoire. semestre, on est quand même Ouais, en dessous moins du 0,5. Voilà, on est Ouais. quand même en dessous du potentiel sur le semestre. Ok. Et effectivement, c'est assez étonnant. Elle fait preuve d'une grande résilience, cette économie américaine, bon, du fait aussi de ce qu'on vient d'évoquer sur l'intelligence artificielle, etc. Et puis voilà, le fait qu'effectivement, l'inflation n'a pas encore trouvé son chemin là-dessus. Et donc ça, peut-être qu'on parlera juste après de ça, mais ça a des incidences pour la Banque centrale Ben oui, américaine. on va en parler. Mais modulo, évidemment, l'histoire des gains de productivité. Mais qu'est-ce que tout ça implique pour la Réserve fédérale américaine là-dessus, Vincent neutraliser la politique monétaire, c'est une bonne chose. Se précipiter ou se lancer dans une course effrénée aux baisses de taux, ça peut être aussi un risque à un moment pour le marché. Oui. Non, en effet, je dois dire que effectivement le chiffre d'inflation était un peu meilleur qu'attendu et le marché s'en est réjoui. Si on regarde la décomposition quand même, on voit déjà un impact des tarifs douaniers, parce que l'inflation du prix des biens clairement a décollé. Et on sait que l'inflation dans les services reste assez élevée. Au final, si on regarde l'inflation sous-jacente américaine sur les 3 derniers mois, en annualisé, on est à 3,6%. C'est quand même un petit peu élevé. Avec toujours cette partie logement qui doit baisser quand même, voilà, alors, Vincent. alors après, il y a la C'est ce à composante... quoi, Elle a baissé. et qui a baissé déjà. La composante loyer qui, effectivement, aide beaucoup, mais je trouve que l'inflation reste quand même assez élevée. Alors, c'est vrai que la Fed a l'air beaucoup plus concentrée aujourd'hui sur les risques entourant le marché de l'emploi. Et donc, elle baisse ses taux. Elle va baisser les taux demain de 25 points de base, donc deuxième baisse consécutive. Le marché price, au total, dans ce cycle, encore 125 points de base, avec les 25 de demain compris. Ça me semble un peu beaucoup. Donc, voilà, je veux dire qu'on avait une vue positive sur la baisse des rendements américains. Ça fait plusieurs mois qu'on a pour objectif pour le 10 ans américain 3,80, 3,90. On n'en est pas loin, autour de 4%. Je ne serais pas trop gourmand là-dessus parce que le fait que la Fed baisse ses taux alors que cette inflation reste trop élevée et que l'économie américaine dans l'ensemble résiste bien, c'est quand même un risque pour la partie longue de la courbe. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait déstabiliser les marchés globalement si on avait des tensions sur les treasuries. Donc, je suis un peu plus prudent sur cette question-là. La Fed va baisser. Elle va même probablement interrompre très bientôt son resserrement quantitatif. Tout
ça sont des messages quand même très encourageants pour les marchés d'actifs risqués. Mais je crains un petit peu, je crois que les risques sur les treasuries augmentent quand même, sur la partie longue de la courbe. C'est à court terme, c'est une bonne nouvelle, c'est des bonnes baisses de taux, c'est une bonne gestion du bilan, en tout cas favorable aux actifs risqués. Cyriac, d'accord avec l'idée que ça peut faire peser le second effet qui se coule, un risque aussi quand même sur un certain nombre de marchés très bien valorisés aujourd'hui, voire en bulle ici et là. Alors, je ne dirais pas en bulle, à exception peut-être de micro-marchés comme le quantique ou des choses comme ça. Par contre, sur le fait qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des mauvaises nouvelles sur ces marchés-là, sur la plupart des marchés américains, en tout cas le marché de la tech, ça je le pense. D'accord. Le vrai sujet pour la Fed, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même réussi, le monde a changé. On a 2 baisses de taux, donc on en a une demain et puis il y en aura une en décembre. Bon là, tout le monde est à peu près d'accord, le marché et la Fed. Là où ça diverge de manière assez significative, c'est 2026. C'est-à-dire que globalement, du côté de la Fed, on nous annonce une baisse de taux sur tout 2026, en tout cas à l'instant T dans les derniers dots qui ont été publiés en septembre. Et de l'autre côté, du côté des investisseurs, en tout cas des OIS, donc des anticipations des investisseurs, on est plutôt à 4 ou 5, enfin ça dépend des jours, c'est assez variable. Et donc, comment ça converge ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les OIS, c'est une anticipation moyenne, c'est finalement un prix d'équilibre. Et ce que je pense, c'est qu'en fait, ça reflète 2 choses. C'est-à-dire que soit on a une politique monétaire qui aura besoin de baisser peut-être que 1 ou 2 fois, et dans ces cas-là, il y a peut-être 50% des investisseurs qui pensent ça. Ouais. Et il y a peut-être 50% des investisseurs qui se disent, là, l'économie, elle a très bien tenu, et à un moment donné, ça va lâcher, tout ça Boom va lâcher. bust, quoi. Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, la Fed, c'est pas 4 ou 5, mais ça va vraiment être un mouvement de baisse qui va nous emmener beaucoup plus bas. Et donc, ce chiffre-là qu'on suit tous les jours du côté des OIS, Soit c'est trop, c'est pas assez. c'est juste une moyenne, mais voilà, je pense qu'à la fin 2026, on sera pas à 4 ou 5, on sera soit en dessous, soit au-dessus. Ouais, je comprends. Bon. Et ça aura des conséquences sur les marchés actions. Ça aura des conséquences. Alors, je pense que la conséquence la plus néfaste, c'est l'autre option, c'est que finalement, s'il y a des baisses de taux, parce que c'est des baisses de taux paniques, là... De récession, quoi. De lutte contre la récession, ou de lutte contre un risque de récession. Un taux de chômage, par exemple. On sait que la Fed est très sensible à ça. Et quand le taux de chômage commence vraiment à partir à la hausse, c'est quand même, pour le coup, économiquement, c'est quand même quelque chose de très difficile à faire se retourner. Donc, dans cette situation, je pense qu'en effet, sur les actions, globalement, les actifs risqués, plus largement d'ailleurs, ça sera un sujet, donc une correction, alors pas 50%, j'annonce pas la fin du monde, mais on va une vraie baisse. Une correction. Et par contre, si la Fed, finalement, on tombe dans l'autre scénario qui est 2-3 baisses de taux, peut-être que pour les taux américains, ça sera peut-être pas une aussi bonne nouvelle, mais ils se stabiliseront sur les niveaux actuels. Par contre, pour les actions, finalement, ça veut dire que tout roule plus tôt et donc il n'y a pas de raison. C'est de la croissance nominale toujours bonne à prendre, quoi. Ouais. Et donc à ce moment-là, je ne vois pas de raison qu'il y ait un retournement extrêmement violent sur les actions. Ouais. Bon, il faut choisir une option plutôt qu'une autre, Florent. Là. Le problème avec le fait de favoriser l'emploi, c'est que pour le moment, on voit une dégradation qui est surtout liée non pas en termes de quantité d'emplois qui est détruit ou quoi que ce soit, mais en termes de qualité. C'est-à-dire que le marché de l'emploi a considérablement perdu en qualité. Ce que l'on voit, pour être très très clair et très simple, c'est que les embauches se sont raréfiées, les licenciements n'ont pas énormément augmenté. On gèle la situation, quoi. Et les démissions non plus. Non. Démissions, j'entends, pour changer de travail. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est figé. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-il figé ? Est-ce qu'il y a un ralentissement profond à l'œuvre depuis plusieurs mois, donc avant l'arrivée de Donald Trump, et finalement, ça n'est que le reflet de cela, et Donald Trump n'y est pour rien. Est-ce qu'effectivement, le fait de la politique migratoire, l'incertitude générée a figé la situation, et donc dans ce cas-là, on peut être tenté de se dire que ça va repartir. Donc moi, je suis plutôt dans ce camp-là. D'accord. Je pense que la dégradation du marché du travail, peut se redébloquer. Elle est avérée, mais on n'est pas dans une situation qui semble être insoutenable. Quand on regarde le taux de chômage, lorsqu'on l'a, oui, ça n'est pas le cas actuellement. Ce qui ne dérange personne, visiblement. En tout cas, les marchés, eux, continuent leur marche en avant. Parce qu'en fait, sur le marché de l'emploi, contrairement à l'inflation, il y a plein d'indicateurs qui nous permettent d'y voir un tout petit peu plus clair. Je pense à des entreprises privées qui fournissent de la donnée, etc. Et maintenant, on est quand même alimenté. En tant qu'économiste de marché, vous êtes quand même alimenté par un certain nombre de données qui ne sont pas les données officielles, mais qui sont des données exploitables. Le problème, c'est celui que vous avez mentionné, c'est qu'effectivement, il y a une dichotomie entre ce que ressent la population américaine et ce qui se voit dans les chiffres. Autrement dit, encore tout à l'heure, on a eu une enquête du Conference Board.
Alors la situation s'est légèrement améliorée, donc ça va plutôt dans Pour mon le sens. consommateur américain. Pour le consommateur Ouais. américain, sur sa perception du marché de l'emploi. Ça s'est dégradé depuis plusieurs mois et là, ça se stabilise dans la dégradation. Ouais, Ouais, c'est ouais, comme ça. d'accord. Mais eux sont systématiquement beaucoup plus pessimistes que ce que nous disent les chiffres de l'emploi. Le taux de chômage, très honnêtement, sur le mois de septembre, donc les chiffres n'ont pas été publiés, c'est difficile d'envisager qu'il ait augmenté significativement. Et pour le mois d'octobre, avec ce qu'on a des différentes sources, c'est un peu dégradé forcément. Peu de raisons non plus d'anticiper que ça ait fortement augmenté. Donc ça fait déjà 2 mois où la situation ne s'est pas dégradée, c'est voire stabilisé là-dessus. Et donc effectivement, je suis d'accord, demain, non, c'est pas demain, c'est demain. C'est demain à la Fed. Demain soir, oui. Voilà, La décision, bon, ouais. elle va baisser les taux, Ouais, ça paraît évident, d'accord. parce que c'est dans la continuité de ce schéma-là. Mais j'irai même plus loin, en décembre, je ne C'est suis pas pas sûr évident qu'elle le encore. fasse. Ouais, je comprends. Et parce que l'incertitude, peut-être que sur la balance des risques, en tout cas moi ma prévision, sur la balance des risques va se peser un risque plus fort du côté de l'inflation que du côté de l'emploi. Je ne suis pas en train de dire que l'inflation va exploser à la hausse et qu'elle va être durable, etc. Mais comme on parle de boss, Ouais. on parle de boss d'inflation. On dit que les tarifs douaniers vont entraîner une hausse de l'inflation. Et que ça... Le problème, c'est que la François, bosse, on ne sait pas si on est au pic de la bosse. Et surtout, étant donné que les chiffres nous montrent plutôt de bonnes nouvelles, on serait tenté de se dire que la bosse, elle va durer un peu plus longtemps. Ouais. Elle va être moins haute, Ouais. mais elle va s'étaler. Donc la Fed, en fait, effectivement, quand on regarde les chiffres annualisés, on n'est pas sorti du bois. Et puis je caricature un peu, mais sur le dernier rapport de l'inflation, ce qui a sauvé, entre guillemets, la publication, c'est un chiffre de rythme mensuel de progression des loyers mesurés dans le CPI un tout petit peu moins élevé qu'à l'accoutumée. Et des voitures d'occasion dont le prix a diminué. Et de l'assurance automobile, le mois qui a baissé, alors que généralement ça montait. Je caricature le trait. Non, mais d'accord. J'ai été surpris comme tout le monde, Ouais. mais voilà, il faut aussi expliquer les choses. Ouais. Bon, on verra. Discours de Jérôme Powell demain soir, évidemment. Un mot peut-être au passage de la Banque Centrale Européenne. Vincent, si vous voulez bien, qui tiendra sa réunion jeudi. Une dernière enquête auprès de Bloomberg montrait que les économistes attendaient rien pendant les 2 prochaines années de la Banque Centrale Européenne. Oui, comme la BCE le Dur dit. d'imaginer qu'une banque centrale fera rien pendant 2 ans, quelle qu'elle soit. Absolument. Mais bon, en tout cas, c'est la vision des économistes aujourd'hui. Comme la BCE le dit, ils sont dans une bonne situation. Ouais. Good place. Ouais. Notamment au niveau de l'inflation. Alors nous, on pense qu'effectivement, le cycle de baisse des taux est terminé. Ceci dit, le risque, me semble-t-il, penche plutôt du côté d'une baisse supplémentaire dans ce cycle, plutôt qu'une remontée. Donc vous appelez pas tout de suite une prochaine hausse de taux de la BCE? Non. D'accord. Il me semble que Il peut y avoir quand même le risque d'une d'une baisse est plus important que celui Ok. d'une hausse, notamment parce que l'inflation pourrait surprendre à la baisse. Et au mois de décembre, on devrait avoir les prévisions du staff sur jusqu'à 2028. Oui. Si on a effectivement une inflation qui est ancrée à un niveau inférieur à 2% sur plusieurs années, ça peut quand même soulever des questions au sein du comité. On a quelques risques à la baisse. Bon, d'abord, la croissance reste quand même assez faible en Europe, même si on espère que enfin la mise en place du bazooka fiscal allemand, budgétaire allemand, aide à la reprise économique. On a quand même un euro globalement qui est assez fort et c'est plutôt des inflationnistes. Et puis on a également les exportations chinoises vers l'Europe, puisqu'effectivement les exportations chinoises vers les États-Unis se dégradent, mais par contre les exportations vers l'Europe augmentent et le solde notamment commercial Allemagne-Chine se détériore de façon très significative. Et on sait que ce changement dans la destination des exportations chinoises peut créer de la désinflation en Europe. Et donc, tout ça fait que le risque du côté de la BCE est plutôt à une nouvelle baisse des taux. Ouais, d'accord avec ça, Laurent? Pas évident. C'est un petit peu différent. Notre scénario est un peu différent. On est un peu comme la dernière fois au début d'année. Alors, il y a eu toutes les choses après, mais on est plus optimiste que le consensus sur la croissance européenne. Alors, je sais que ça peut paraître très. Mais il y a de quoi être confiant. Peut-être pas maintenant à l'instant T, parce que les chiffres sont pas encore là pour être spectaculaires, mais il y a quand même, à horizon 12-18 mois, de quoi être confiant quand même. Au-delà du plan allemand, qui est indéniablement un facteur de soutien et que tout le monde a envisagé comme étant quelque chose qui permettrait un redressement conjoncturel de la zone euro, on voit quand même un faisceau d'indicateurs qui se redressent petit à petit. Alors, un peu moins en France,
mais pour Tiens. les raisons Comme c'est bizarre. qu'on connaît Oui. bien. Mais quand même, Oui. même en France, voilà. Mais on a comme ça des indicateurs de cycle avancés qui nous montrent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La construction, hein, par exemple, des secteurs Voilà. lourds, effectivement, Et puis- on voit des signaux, alors partant de niveau très bas, mais on voit Ouais. des signaux Et puis ce qui plus frappe, positifs. Ce qui frappe aussi, c'est que la consommation des ménages en termes de contribution à la croissance de la zone euro, alors elle est redevenue positive, c'est Ouais. une bonne nouvelle, mais on n'est pas sur un rythme qui correspond à ce qu'on connaît habituellement. Et on sait que la hausse des revenus réels, elle est avérée. On l'a vu, l'inflation a diminué, les gains de pouvoir d'achat sont réels, y compris en France. Et pour autant, la croissance de la consommation est encore un petit peu timide. Donc on a quand même des vents porteurs, de ce point de vue-là, que représente effectivement une hausse de la consommation à venir du fait de gains de pouvoir d'achat. Sur l'investissement, c'est un petit peu compliqué. Sur les exportations, il est fort probable qu'effectivement les exportateurs montrent des signaux de faiblesse sur les chiffres qui vont être publiés ici. Enfin là, au 3e, au 4e trimestre. Mais effectivement, après, il y a l'élan du plan allemand. Il faudra voir comment il se déploie. Mais Ah ouais, ouais. il y a quand même dans les enquêtes, le sentiment déjà allemand précède toute relance, alors même que la croissance, elle est quand même au ras des pâquerettes en Toujours. Allemagne. Mais il y a, à mon sens, beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on est sur un redressement conjoncturel à l'horizon. Et donc, nous, on Et considère les choses pourraient se également que mettre suffisamment vite en place pour que la BCE ne soit pas incitée, voire poussée à délivrer une dernière baisse de taux. Ben, C'est- nous, on considère que le cycle est terminé, mais ça fait déjà un petit moment déjà. Effectivement, à mon sens, là, je partage l'idée, c'est qu'effectivement, le risque, S'il y a un c'est plutôt risque, il est qu'il y ait une plutôt à la baisse de baisse. tôt D'accord. qu'une hausse. Mais Mais à risque mon sens, qui- c'est terminé qui même peut-être jusqu'à la ne fin de l'année. se matérialisera pas forcément. On verra, hein, les dernières projections montrent quand même une inflation qui doit passer pour un temps largement sous les 2%, autour de 1,5, je crois, au cours du premier semestre Je 2026. pense que ce sera un petit peu plus élevé. Sur le plan de... Et vous pensez qu'on sera plutôt Sur sur l'inflation. la hausse. Ouais. Bon, on verra. Sur le plan de l'investissement, l'Europe reste toujours une zone intéressante, à privilégier même peut-être par rapport à un marché américain. Est-ce que c'est un état d'esprit qui persiste ou pas forcément, Cyriac? J'aimerais vous dire oui, mais Ouais. la réalité, c'est que non, en fait. On se faisait la remarque avec mon Ouais. collègue Action, et en fait, on pourrait quasi développer un modèle sur la surperformance des actions européennes par rapport aux États-Unis, aux actions américaines, qui dure entre 3 et 6 mois, qui apparaissent tous les 3 à 5 ans, et D'accord. puis après, ça redisparaît. fonctionne. Voilà. Ouais. Et malheureusement, on a commencé toute notre. Donc là, ça notre s'est fait au début d'année, en fait, c'est ça. Hein. ça s'est Ça fait au s'est- début d'année, et ouais, là, c'est ça ça. s'inverse. Et là, pour le coup, les Ouais. actions américaines, depuis 3-4 mois, Depuis la fin de surperforment l'été, ouais. très Ouais. nettement les actions européennes. Alors, il y a des histoires sur l'Europe. Hein. On parle du plan de relance allemand. Il y a des choses qui peuvent être favorables. Mais quand vous prenez une vision un peu plus long terme, globalement, les États-Unis ont quand même, en tout cas, si je compare aux États-Unis, il y a quand même des choses qui sont très favorables aux actions américaines. Et je vais te donner juste un chiffre. Sur le Q3, là, on parle de la saison des résultats qui a lieu en ce moment. Aux États-Unis, on attend 13 à 14%, attendu à 10-11, mais comme systématiquement, c'est On toujours bat le au-dessus, consensus on va terminer là, à 13-14. sur un an ou en séquentiel? Sur un an. Sur un an. c'est clair. Ouais. Et du côté européen, on est à zéro. Donc, et malheureusement, c'est pas nouveau. Non. Et donc, globalement, certes, les actions européennes se payent moins cher. Point positif pour les actions européennes. Mais au total, de notre point de vue, en tout cas, on est plutôt dans une position de neutralité. Alors, c'est quasi positif d'une certaine manière sur l'Europe, puisqu'on n'en est pas sous-exposé. Non, Mais ouais. d'avoir une vision structurellement favorable sur l'Europe, sur les actions européennes, ça me semble compliqué si on est dans une vraie rationalité. Et aujourd'hui, en fait, sur les 4 grandes zones que sont les émergents, le Japon, les États-Unis et l'Europe, chaque zone a un peu ses points positifs, ses points négatifs. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas une zone qui vraiment se distingue et sur laquelle il faut avoir un pari extrêmement actif dans un portefeuille action. Mais c'est bien d'être positionné quand même sur l'ensemble de ces zones, au moins d'être neutre à peu près sur l'ensemble de ces zones, vous dites. Exactement. De notre Cyriac. point de vue, il n'y a D'accord. pas de sous-exposition. Le Japon a aussi une histoire qui est tout à fait intéressante aujourd'hui avec changement politique qu'on voit, mais un vrai changement pour le coup de paradigme japonais dans la manière de percevoir les entreprises, la manière dont les entreprises se comportent vis-à-vis des investisseurs, et ça fait quelques années, mais je veux dire, ça commence à délivrer de manière assez claire. Et donc le Nikkei à 50 000 ou au-delà de 50 000, ça doit pas faire peur et Non. c'est pas un plafond de verre Pas qu'on du- pensait infranchissable depuis les années 90, quoi. Pas du tout. Je pense que D'accord. l'histoire sur le Japon a complètement changé, mais en même temps, si je veux être tout à fait honnête, il y a d'autres arguments qui sont un peu plus défavorables aux actions japonaises.
il y a cette problématique typiquement du yen qui continue à baisser. Alors quand vous êtes un investisseur européen, vous avez intérêt à avoir hedgé votre position, couvert votre position, parce que la perte du yen, la baisse du yen est quand même assez impressionnante et elle dure depuis plusieurs années. Donc il y a quand même des facteurs qui sont un peu plus problématiques. Et finalement, je trouve dans les grandes zones, peut-être celle qui est le plus à suivre aujourd'hui, c'est les émergents, tout simplement. Parce que les émergents étaient très en retard. Tout le monde était négatif sur cette zone-là, en particulier sur la Chine, pour des bonnes raisons. Et finalement, la guerre commerciale peut-être qu'en déclenchant cette guerre commerciale, Donald Trump a mis fin d'une certaine manière à cette situation-là, parce que on met les choses à plat. Et là, globalement, on sait, voilà... Chacun prend sa responsabilité. Voilà, quoi. exactement. Ah ouais. Et du côté des émergents, je trouve que il y a certains indicateurs qui sont intéressants. Le seul problème, c'est qu'au niveau des bénéfices, si vous regardez un indice MSCI émergent, vous n'avez pas une belle dynamique comme on peut les avoir aux États-Unis. Ouais. Donc la valorisation est attractive, mais on n'a pas encore dans les résultats des entreprises émergentes, au sens large, une dynamique qui me permet d'être surexposé sur cette zone-là. Juste un petit mot sur la dynamique bénéficiaire des entreprises américaines. Vous regardez ça en agrégé, c'est une dynamique bénéficiaire qui est très distordue, j'imagine, tirée par tous ceux qui vont publier dans les 48 prochaines heures, entre autres. Exactement. Alors, il y a un secteur qui... Il y a une bulle de profit, quoi. Et il y a une bulle de sous-profit, c'est le secteur énergétique, qui est vraiment dans une... Alors, mais il faut avoir en tête que ça représente quelques pourcents aujourd'hui d'un indice américain, donc c'est pas si important que ça. Mais il y a quelques secteurs qui clairement tirent cette dynamique bénéficiaire. Sur les émergents, je voyais acquiescer, Vincent, la question étant, est-ce que la surperformance qu'on observe des marchés émergents, c'est juste une question de rattrapage, de positionnement des investisseurs aussi très sous-exposés à ce thème-là, ou est-ce que c'est une histoire plus longue qui peut se développer, comme on a connu cette séquence 2001-2007 pour la Chine, qui a été, alors avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, bien sûr, mais qui a été un long cycle de performance et de surperformance pour ces marchés-là. Oui. Non, mais on sort d'un très long cycle de sous-performance des marchés émergents, les actions, mais également les devises. Et là, on est dans une période, je pense, où, au contraire, le dollar américain a plutôt tendance à s'affaisser. Il reste assez élevé, mais alors récemment, il s'est plutôt stabilisé. Mais ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure sur la Fed, c'est également les questions d'indépendance. Oui. On garde en tête qu'on va avoir un nouveau chairman qui va être nommé prochainement, d'ici la fin de l'année, probablement, même si le changement ne se fera ensuite qu'en mai, avec des interrogations sur l'indépendance de la Fed, ce qui n'est jamais très bon pour la devise. Et on voit également que la croissance des pays émergents a accéléré par rapport aux marchés développés. Et ça, c'est également plutôt un signe positif pour les actions. Sur la croissance émergente, on a également une redistribution. C'est-à-dire que la Chine était très dominante, mais si on fait un peu de prospective, la croissance chinoise ne va plus dominer celle du reste des marchés émergents. Donc, on a quelque chose de plus, de mieux distribué. Ouais, je comprends. Et en l'occurrence, sur la Chine, on est également assez positif sur la technologie. On sort là de meetings importants des autorités chinoises et on voit ce focus très important sur la technologie, cette volonté d'être très compétitif sur la technologie. Être cutting edge, à la pointe, et en même temps indépendant. Voilà. Et en même temps indépendant. La double dimension. Exactement. Et la troisième serait probablement de rééquilibrer la croissance chinoise, qui aujourd'hui, depuis très longtemps, est soutenue par l'investissement. Il faut davantage de consommation. Ça fait 25 ans que j'entends ça, Vincent, et sans doute d'autres que moi depuis plus longtemps encore. Mais petite parenthèse, j'ai entendu pendant 20 ans que le Japon était en déflation et qu'il n'en sortirait jamais, et que notre seul modèle, c'était le Japon, qu'on allait tous finir comme le Japon, que c'était la japonification du monde. Visiblement, l'histoire du Japon est peut-être en train de s'infléchir au moins en partie. Donc je me dis que tout est possible. L'histoire de la Chine, oui. Non, je pense qu'on a un infléchissement et on parle maintenant dans les milieux officiels de réduire le poids du secteur public dans l'investissement en Chine, qui est très important, et de la faire réhabilitation du privé, pour tout ce qui est la sécurité sociale et la confiance du consommateur pour que on ait un décollage à ce niveau-là. Donc voilà, au total, oui, il me semble que les perspectives sur les actions émergentes restent plutôt favorables. Bon, un mot sur la sphère émergente ou la Chine en particulier, Florent ? Alors sur la Chine en particulier, je partage effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de réorienter le modèle de croissance. On voit que c'est pas sans difficulté. On
voit aussi que l'économie chinoise n'est pas sortie de son marasme, si Les je puis chiffres dire. sont pas bons. Hein. Les Il n'y a pas d'amélioration spectaculaire des les chiffres. chiffres ne sont pas bons, mais parce que le soutien budgétaire et monétaire n'a pas été non plus au rendez-vous. Ça, c'était un peu le grand espoir des marchés, effectivement. C'était qu'il y ait un soutien beaucoup plus franc de la part des autorités monétaires et budgétaires, même pendant la guerre commerciale où il y a un moment où Donald Trump a mis des 145, 150%. La réaction de la Banque centrale chinoise, elle n'a pas été non plus énormissime. Il y a eu des petites dévaluations du yuan, etc., mais pas dans des proportions extraordinaires. Après, sur les marchés d'actions, là, encore une fois, je vais prendre le pari inverse. Nous, on est plutôt d'avis qu'il faut diversifier au-delà des États-Unis. Alors, je vais me concentrer uniquement sur le monde développé, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, comme on vient de dire que nous, on est un petit peu plus positif, notamment sur l'Europe en termes de croissance, ça voudrait dire que une des explications, c'est pas la seule, je le conçois, qui effectivement provient du fait que les États-Unis aient surperformé l'Europe, parce qu'il y avait un différentiel de croissance bien plus important, notamment de productivité. Et vous voyez ce Donc, différentiel se réduire, si ou en tout on cas voit, marginalement, quoi. je dirais pas la fin de l'exceptionnalisme américain, mais l'atténuation de l'exceptionnalisme américain, voilà, tout simplement une convergence, une tentative de convergence, en tout cas une atténuation de ce gap, pourrait engendrer effectivement des réorientations des flux. Donc on reviendra plus tard pour voir si ça se confirme. Mais... L'exceptionnalisme américain face au fédéralisme pragmatique européen. Okay. Ça, c'est la dernier concept poussé par Mario Draghi. Et on verra effectivement où tout cela mène. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Vabon, Ecofi, Vincent Chéniaud, General Investments et Cyriaque Dayan, Sanso Longchamp Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est justement celui d'un grand thème d'investissement, un grand thème de marché qu'on décrypte avec les équipes de Galilée Asset Management. Nous parlons de la thématique des énergies propres avec Ronnie Michali, le président de Galilée AM, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup de venir avec cette thématique. Alors, on va la détailler ensemble, juste sous forme de teaser, vous dire que c'est une des thématiques les plus performantes cette année. Vous en analysez 25, c'est ça, à travers le codex des thématiques et les modèles propriétaires d'analyse que vous avez développés chez Galilée Asset Management. Seule l'exploration spatiale fait mieux que l'énergie propre en cette année 2025. De quoi on parle, Ronnie, quand on parle notamment d'énergie propre ? Alors, quand on parle d'énergie propre, on parle d'une énergie dont la production ne génère pas ou peu de déchets et de polluants. Hein. Donc, ça n'implique pas d'émissions de CO2 et ça ne participe pas à la destruction de la couche d'ozone. Donc, en résumé, c'est une énergie qui est décarbonée et qui n'est pas issue de sources fossiles. Voilà, donc ça, c'est les énergies propres. Et évidemment, comme vous l'avez dit, Grégoire, c'est la renaissance de cette thématique en bourse. La renaissance, c'est bien le mot, oui, effectivement. Exactement. On se souvient de la bulle verte, hein. Les années post-Covid, 2020-2021, c'était la bulle verte. 2020, cette thématique fait plus de 100% en bourse. Et puis depuis, c'est un petit peu la descente aux enfers, sauf cette année. Alors bon, on en parlera bien sûr, mais d'abord, nous, on s'assure dans nos études que c'est une thématique qui est structurelle, internationale et transversale. Voilà. Alors, je peux détailler, bien sûr, si vous voulez. Alors, structurelle, bon... Évidemment, c'est porté par des méga-tendances. La croissance démographique, il y aura bien sûr 2 milliards d'individus sur Terre en plus en 2050. L'urbanisation, il faut acheminer et avoir de l'électricité dans les villes qui deviennent de plus en plus importantes, puisque l'urbanisation, évidemment, est de plus en plus importante dans le monde. Il y a la numérisation de l'économie, les data centers, en ce moment... Actuellement, à ce stade, consomment entre 2 et 3% de l'énergie mondiale, de l'électricité mondiale. C'est équivalent et c'est que le début. C'est que le début. Il y a 10 ans, c'était 2 fois moins. Et c'est l'équivalent, pour vous dire, quand même, d'un pays comme l'Argentine ou la Pologne. Donc ça, c'est quand même très énergivore. Et puis, bien sûr, le changement climatique qui a fait que finalement, cette thématique existe. Donc ça, c'est quand même 4 méga-tendances qui vont porter la thématique. Alors, en énergie propre, je n'ai pas forcément donné d'exemple, mais on a l'énergie hydraulique, bien sûr, qui est une source d'énergie qui est pour le coup renouvelable et propre, elles ne sont pas toutes les deux, et quasiment sans intermittence, qui pleuve, qui vente, etc. Donc ça, c'est à peu près 10% de la production énergétique française, 10% d'électricité. Ensuite, on a l'éolien.
environ 8,7%. On a le solaire, 4,6% de la production d'énergie en France. La géothermie, c'est négligeable. Et évidemment, le après, reste, l'éléphant dans la pièce, c'est voilà, le nucléaire. Oui. il y a débat. Pour la France, en tout cas. Voilà, il y a débat Ouais. sur le nucléaire et le gaz naturel. Mais dans l'analyse thématique que vous faites, comment vous considérez le gaz et le nucléaire, justement? Parce que pour un pays comme la France, c'est majeur. Hein, donc, Alors, nous c'est considéré comme des énergies propres. Hein. D'accord. Donc, voilà, des sociétés qui seraient Très bien. sélectionnées dans les ETF, Ouais. dans les fonds de cette thématique, évidemment, ce serait énergie propre. Ensuite, bien sûr, la thématique, elle est internationale. C'est pas que dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents. Au niveau mondial, cette année, c'est 3 300 milliards de dollars qui sont investis, donc 2 fois plus que dans les énergies fossiles. La Chine, c'est le premier investisseur mondial. Et même dans des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, on se retrouve transitionne. maintenant avec des parcs photovoltaïques géants. Ce matin même, Total Energy a remporté un contrat avec une entreprise saoudienne pour un énorme parc photovoltaïque. Donc voilà. Et puis, thématique transversale, vraiment en un mot, les transports sont concernés, le secteur des transports, donc transversal, ça veut dire multisectoriel, donc avec la voiture électrique, hein, vous savez, même Tesla, BYD sont devenus des pourvoyeurs d'électricité maintenant, l'industrie, les infrastructures et la technologie, donc thématique multisectorielle. Comment est-ce qu'on met un chiffre là-dessus? Et effectivement, vous êtes venu avec ce graphique, alors qui montre bien effectivement cette envolée de la valorisation du secteur, ou du thème plus précisément des énergies propres, au tournant des années 2020. Et puis derrière, un gros de-rating qui nous a amené jusqu'à des points bas au cours des dernières années. Et donc là, ça repart. Absolument. Alors en termes de perf, en 2023, on est sur du moins 13. En 2024, on est sur du moins 22. Et depuis le début de l'année, ça repart, plus 48% depuis le début de l'année, donc juste derrière la thématique exploration spatiale. Donc là, enfin, ça repart. Le MSCI World, en dollars, on a tout comparé en dollars. Le MSCI World en dollars, c'est à peu près 17% depuis le début de l'année. Sur le graphique, on voit effectivement que en 2020, on a bien sûr la bulle. On est monté à 42 PE quasiment sur la thématique, hein, c'est ça. Et puis ensuite, on est même repassé en dessous du PE du MSCI World. On est toujours en dessous du PE du MSCI World, autour des 20 fois aujourd'hui. Donc en vérité, par rapport aux thématiques qui sont en haut du tableau, qui sont des thématiques volatiles, hein, qui sont les thématiques, par exemple, l'exploration spatiale, toutes les thématiques autour de la tech, etc., sont en haut du tableau. C'est la thématique la moins chère du haut du tableau cette année. C'est même value comparé au MSCI. Voilà, c'est plutôt value. En tout cas, c'est moins chèrement valorisé, que l'exploration spatiale, le quantique ou exactement. Je ne sais quoi, mais concrètement, Grégoire, tout ce que je vous ai dit sur les perspectives économiques, finalement, c'était vrai aussi toutes ces dernières années. Pourquoi est-ce que cette thématique, year to date, elle fait informe? Parce que, d'une part, il y a enfin la baisse des taux et que ces projets ils sont très capitalistiquement lourds. Donc, évidemment, dès qu'il y a une baisse des taux, c'est favorable. Il y a des incertitudes maintenant face à l'approvisionnement. On se rappelle ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz en avril de cette année. Donc, évidemment, ça va un peu refroidir les acteurs qui ont recours aux énergies fossiles. Et puis, bien sûr, il y a les politiques d'indépendance énergétique qui commencent enfin à prendre leur essor, porter leurs fruits par rapport à ces dernières années. Les forces et les faiblesses de cette thématique, alors les forces, vous en avez déjà cité beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause cette thématique comme étant une thématique lourde et importante? C'est une thématique qui est fortement dépendante déjà des subventions et du financement des États. Les États qui sont, alors ça dépend lesquels. En manque de cash pour certains. L'Argentine, du coup, a plus de cash récemment, mais les principaux États, en tout cas européens, sont un petit peu en manque de cash. Voilà, exactement. Alors, il y a des grands plans, mais parfois, c'est vrai que ça peut être un frein. En bourse, en tout cas. C'est parfois des thématiques qui sont aussi dépendantes de l'intermittence de la production. Si je prends par exemple l'éolien, c'est pas toujours la même production, ça peut varier. Et donc ça, c'est quelque chose qui va aussi être, on va dire, un facteur qui va impliquer des variations peut-être en bourse pour certaines valeurs. Il y a
évidemment, tout ce qui est opposition, la pollution visuelle, l'impact sur la faune, etc., et les oppositions locales, etc., qui vont être des freins et qui peuvent vraiment freiner des projets. Et quand il y a un gros projet qui est freiné dans une société... Ça rejaillit sur l'ensemble du secteur. Voilà, dans une société qui est cotée, bien sûr. Un projet qui est rejeté ou un projet qui est ajourné par un tribunal, ou voilà, et ça peut bien sûr avoir un effet sur le cours de bourse. Ouais. Parmi les vents porteurs, vous avez cité effectivement le retour à des taux un peu moins élevés. On ne va pas revenir a priori tout de suite, en tout cas en taux négatif, mais vous dites, voilà, l'idée quand même que les banques centrales baissent les taux en ce moment, ça porte la thématique. Ça fait partie des thématiques avec de la duration qui sont portées par ces mouvements monétaires. Les CAPEX, évidemment, sont très importants au début. Et puis, bien sûr, quand on actualise ces CAPEX avec un taux moins élevé, évidemment, c'est favorable. Et puis, surtout, la hausse des besoins énergétiques, puisque l'IA est très énergivore, le cloud, les data centers sont très énergivores. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison qui porte la thématique. Et comme on investit maintenant 2 fois plus dans les énergies propres que dans les énergies fossiles, du coup, ça a un effet direct. Ouais. Bon, comment on s'expose à cette thématique-là? Quels sont dans l'univers des produits financiers, quels sont ceux qui ont retenu votre attention pour s'exposer à cette thématique énergie propre? Alors, on en a 3. Il y a l'incontournable PicTech Clean Energy, qui est un fonds qui est quand même remarquable par sa longévité. Il existe depuis 2007, je crois. Et sa surperformance aussi, même par rapport à notre indicateur ces dernières années. Il a surperformé. Donc, notre indicateur, c'est un benchmark. Et on constate qu'il a surperformé. Alors, il y a 2 tiers au moins des entreprises qui contribuent à la baisse des émissions de CO2. Pour le reste, on peut retrouver quand même des semi-conducteurs, etc., qui ne sont pas forcément directement liés. Donc, 1 tiers n'est peut-être pas forcément directement lié. C'est aussi peut-être qui a porté un petit peu la performance du fonds ces derniers temps. Sinon, chez BlackRock, donc en fonds, pas en ETF, en fonds, on a BlackRock Sustainable Energy, qui privilégie les entreprises qui sont productrices d'énergie. Donc là-dedans, vous retrouvez du First Solar, du Nextera, par exemple, des choses comme ça. Et enfin, en ETF, parce qu'il faut en donner pour tout le monde, en ETF, on a VanEck Low Carbon Energy qui a retenu notre attention. C'est un ETF qui est assez large et dans lequel on va retrouver pas uniquement des producteurs d'énergie, mais aussi des distributeurs d'énergie, comme j'indiquais tout à l'heure, des Tesla, des BYD, on va les retrouver là-dedans. Ouais, effectivement. Regardez bien comment ces univers thématiques sont définis chez chacune des maisons que vous citez. Mais voilà, l'idée, c'est à la fois les producteurs d'énergie et ceux qui permettent l'efficience énergétique. J'imagine également les semi-conducteurs. On en trouve dans toutes les industries de toute façon aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Ronnie. Merci d'être venu évoquer cette thématique des énergies propres. C'est 2025, l'année de la renaissance de cette thématique énergie propre qui avait pris quand même un gros coup de massue après la bulle verte de 2020-2021. Et c'est vrai que le secteur, la thématique, a rejoint des niveaux de performance importants cette année, quasiment juste derrière, en tout cas, la performance de la thématique exploration spatiale qui fait combien cette année, Ronnie, vous l'avez de mémoire? Plus de 50, c'est ça, un bon 60%. D'accord, j'allais dire un bon 60%. Oui. Voilà. Et donc 48% de hausse pour la thématique énergie propre cette année, selon votre indicateur. Merci beaucoup, Ronnie. Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.